s'agit du 31e colloque du Centre Claude Bernard, qui est intitulé « Apprendre par corps », où il sera beaucoup question de l'intrication des liens entre le corps et la psyché. Je suis présidente de cette table ronde, qui n'est pas ronde comme d'habitude. Je suis pédopsychiatre, psychanalyste, ancienne directrice médicale du Centre Claude Bernard et présidente de l'association des Amis du Centre Claude Bernard, qui organise ces colloques depuis de longues années en collaboration avec le Centre Claude Bernard. Le modérateur de cette table ronde est Christophe Perrault, psychologue, psychanalyste et actuellement directeur général administratif et pédagogique de l'association Paideia, qui gère l'Institut Édouard Claparède et le Centre Claude Bernard depuis fin décembre, début janvier. Voilà, c'est Christophe Perrault qui va nous présenter notre invité du jour. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Monsieur Fabien Joly, donc, qui est psychomotricien, psychologue clinicien, docteur en psychologie, psychanalyste et qui est président de l'association Corps Psyché. Donc, Fabien Joly, tout au long de votre parcours professionnel, vous avez conjugué le travail de clinicien engagé avec celui de chercheur, en tissant des liens entre différentes disciplines et en faisant dialoguer la psychomotricité, la psychologie, la psychanalyse, les neurosciences, toujours avec le souci de penser et théoriser l'exercice de la pratique clinique. Vous avez écrit de nombreux articles et ouvrages sur des thèmes variés, dont j'évoquerai ici les plus récents et les plus en lien avec le thème de notre journée. Donc là, récemment, un livre est paru en collectif avec Bernard Toiti et Marie-Christine Lasny, qui s'appelle donc « Autisme, corps et psyché ». Puis vous avez fait donc plusieurs articles dans l'excellente revue Le Journal de la psychanalyse de l'enfant, dont vous êtes membre du comité éditorial. Donc en 2023, le numéro intitulé « Clinique de l'identité », vous avez écrit 2 articles sur le sujet du genre, donc identité sexuée, problématique de genre et transition, et réflexion ouverte à partir de la lecture de On n'a que de vie, le journal d'un transboy. En 2022, toujours dans le JPE, dans le numéro Émotion et affect, vous avez fait un écrit plus métapsychologique intitulé Une école psychanalytique française de l'affect, André Green, Christian David, Michel Demuzan. Enfin, là, récemment, un dernier ouvrage est à paraître en avril 2024 qui s'intitule « Entre corps et psychisme, enjeux techniques et théoriques du corps en psychiatrie », donc avec Nicole Girardier, Isabelle Pascal-Cordier et Marc Rodriguez. Donc, à l'occasion de ce colloque intitulé donc « Apprendre par corps », nous vous rencontrons pour échanger autour des liens entre le corps et les apprentissages, le corps en relation, en référence à Ajuria Guerra, et de façon plus générale autour de l'articulation entre corps et psyché, domaine que vous avez particulièrement étudié. Donc Fabien Joly, je vous passe la parole. Merci. Merci. Il va falloir que j'approche les choses. Vous m'entendez? C'est à peu près bien? Pas tellement, pas toujours. Mieux? Pas beaucoup, un peu. Bon, écoutez, on va faire ce qu'on peut. Je pensais d'ailleurs qu'il y ait un pupitre et j'avais cette idée d'être debout, c'est-à-dire d'être incarné. Là, on est des hommes troncs ou des femmes troncs, mais on va essayer d'intervenir comme ça. Et puis, si vous ne m'entendez pas, faites vraiment des signes. Alors, un grand merci d'abord. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à l'équipe du Claude Bernard. J'ai été plus en lien avec Christophe Perrault, mais je pense à toute l'équipe, non seulement d'avoir mis au travail de manière assez originale sous ce titre-thème « Apprendre par corps » une problématique que je trouve tout à fait essentielle et finalement tellement peu
travailler de cette manière, en tout cas sur cet axe assez frontal de l'apprendre par corps. Et puis merci aussi de m'avoir sollicité et fait confiance, c'est-à-dire aussi donner l'occasion de venir travailler avec vous, de rencontrer des collègues et de passer une journée à réfléchir ensemble sur une thématique qui évidemment est un objet de travail. Christophe a rappelé un peu beaucoup de publications et un parcours de chercheur depuis pas loin de 40 années sur ces problématiques-là, mais peut-être plus modestement parce que la clinique nous travaille et m'a travaillé en tant que psychomotricien, en tant que psychologue institutionnel, en tant que thérapeute, puis analyste, à cet endroit précis du corps. Et travailler par cet enjeu, je me suis mis modestement au travail, comme pas mal d'autres collègues, sur ces problématiques du corps et singulièrement du lien corps-psyché. Donc vraiment merci à vous. Sur les petites évocations de Christophe sur les bibliographies, manifestement il n'y a pas d'ouvrage, en tout cas dirigé par moi, sur la table, mais sans être trop dans la dénégation, c'est pas qu'un enjeu narcissique. Les éditeurs dans les sciences humaines cliniques sont tous absolument sinistrés et c'est précieux de les soutenir quand ils ont des collections de psychanalyse, de psychopathologie, de clinique. Et donc c'est très important qu'il y ait encore des ouvrages papier et des éditeurs qui se mouillent dans ces terrains bien difficiles actuellement. Donc n'hésitez pas, quand vous en avez en tout cas intérêt, à acheter des livres. C'est pas que pour les auteurs qui signent, je crois que c'est pour notre discipline tout entière. Alors, d'où je parle, ça a été un peu dit, sur ce parcours un peu pluriel, pluridimensionnel, qui a des axes de force, c'est-à-dire au fond, selon plusieurs vertex, sur plusieurs points de vue, j'ai été amené à travailler la question du corps, mais cette pluridimensionnalité, psychomotricien, psychologue, psychanalyste, docteur, enseignant aussi et chercheur, mais ça a aussi des tâches aveugles, c'est-à-dire que probablement, il y a des aspects moins aiguisés que d'avoir un seul vertex de mise au travail. Donc lisez-le pour faire votre chemin et être dans une position critique et de discuter au fond en sachant mieux d'où je considère au fond cette problématique avec ses forces et peut-être ses aveuglements ou ses faiblesses. Enfin, dans une dimension encore assez introductive, je voulais dire que je vais parler du corps, du lien corps-psyché. Dans la forme, je vais m'autoriser une espèce d'improvisation, de discussion. Elle est un peu préparée et armée. J'ai quand même bossé pour vous. J'ai un plan détaillé, tout un tas de choses. Mais j'assume cette espèce d'improvisation. J'aime moins les textes fermés. Je suis capable d'en faire, des textes un peu longs et fermés, voire universitaires. Mais je crois que dans l'intérêt d'être ensemble aujourd'hui, il faut que ça soit plus ouvert, en prenant le risque de répétition, peut-être de ne pas aller tout au bout de ce que je voulais faire, mais qu'au moins on puisse débattre et discuter. Et deuxième précision, je me suis presque défaussé, pas tout à fait, mais presque, de la question de l'apprendre par corps, qui est pourtant la sollicitation. On dirait que c'est assez léger pour le conférencier, mais parce que je crois que toute la journée, on ne va parler que de ça. Et ce que je voudrais ouvrir là tout de suite, c'est plutôt l'objet d'arrière-plan, c'est-à-dire la toile de fond, sur quoi on a à réfléchir, qu'est-ce qu'il en est du corps et du lien corps-psyché, avant de pouvoir plonger du côté de la psychopathologie du développement, voire des troubles des apprentissages, et évidemment du côté des prises en charge, des accompagnements psychothérapiques, psychopédagogiques, rééducatifs, de ces enjeux des troubles des apprentissages. Voilà, je vais plutôt ouvrir sur la question de la toile de fond et notre arrière-plan qui est convoqué, c'est-à-dire du corps et des liens corps-psyché. Et en conclusion, j'essaierai d'approcher quelques éléments du côté de l'apprentissage de ces difficultés ou de ces remédiations, peut-être si on peut le dire comme ça. Alors, autre point et dernier point introductif, on ne travaille pas cette question sur une île déserte et hors d'un contexte. Et peut-être un petit mot un peu militant, on est dans un contexte actuel où les CMPP, puisque Claude Bernard, puisque aussi tout le réseau peut-être des CMPP qui travaillent ensemble,
Mais au fond, la psychiatrie plus sanitaire, les CMP, les anciens dispositifs de secteur, et toute la pédopsychiatrie est quand même dans une immense souffrance actuelle. Et je crois que c'est important de le dire et de s'inscrire aussi dans ce contexte-là. C'est dans ce contexte, avec des souffrances pour beaucoup des équipes, toute position et toute fonction au fond rassemblées, qu'on travaille et qu'on essaye de penser encore et de penser ensemble la question de cette clinique des apprentissages et du corps et des liens corps-psyché. Or, ça ne va pas de soi. On est pris, il y a une quinzaine de jours, j'étais dans une journée d'études sur les souffrances au travail, pas seulement dans le monde privé de l'entreprise, mais dans le monde du soin, et du soin psychique en particulier, les contraintes de management, de new management, comme on dit maintenant, de bureaucratie, de pénurie, d'orientation, de contraintes, se doublent dans nos métiers, métiers du médico-psychopédagogique, métier du soin, métier de l'aide, se doublent d'une souffrance qu'on ne peut qu'appeler éthique. C'est-à-dire comment travailler avec l'idée que ce qu'on fait, ce qu'on propose à nos patients, aux familles qu'on accueille et aux enfants, reste quelque chose de valable, en quoi on croit et pourquoi on a à peu près suffisamment, disons, de manière winnicottienne, les moyens de proposer ça. Et quand on a le sentiment qu'on n'a pas ces moyens-là, alors la souffrance psychique des soignants, des aidants, des praticiens est quelque chose qui impacte leur devenir. Il y a des fuites de capitaux, il y a plein de gens qui changent de métier, grand respect, mais qui fuient quelque chose de cet exercice-là. Et bien sûr, leur souffrance personnelle, dépression professionnelle, burn-out, comme on dit. Mais ce sont des souffrances qui attaquent le soin et qui attaquent le soigné, qui ne peuvent pas être considérées qu'à l'endroit de la souffrance du praticien ou du soignant. C'est dans ce contexte-là, avec des contraintes politiques, des contraintes de moyens, mais des contraintes théoriques aussi, qu'on va s'approcher de notre problématique apprendre par corps, et vous sentirez tout au long de mon propos peut-être une petite brise un peu militante, citoyenne et politique. Voilà, je voulais prévenir un petit peu avant. On va poursuivre la matinée. S'il y a d'autres questions ensuite, on pourra les voir. Alors, je vais vous présenter Adrien Teillet, qui est psychomotricien, éducateur sportif, qui travaille en CMP et justement au sein d'une plateforme diagnostic autisme de proximité et de coordination et d'orientation. C'est bien ça ? Oui, rien. Il est aussi enseignant à l'Institut de formation en psychomotricité Sorbonne Université et formateur pour l'association Vivre l'eau Paris et pour l'association de formation post-universitaire en psychomotricité, et il a travaillé au Centre Claude Bernard. Son intervention s'intitule « Apprendre ou à laisser, apprendre à l'essai ». Moi, je vais coller un peu plus au texte. Donc, j'avais promis au début 2 cas cliniques, mais je vais pouvoir en faire qu'un seul. J'en suis désolé, j'avais pas assez de temps. Donc, je vais donc vous parler de ces enfants qui ne peuvent attraper un ballon, qui se figent à son arrivée, se protègent, ne le perçoivent pas ou se rassemblent au contact. Ce sont des enfants qui n'habitent pas leur corps et l'espace qui les entoure, des enfants en panne de leur être au monde. Leur saisie tant préhensive du regard que cognitive manque d'efficience, et cela autant sur l'environnement humain que non humain, pour reprendre une formule d'Harold Searles. L'être humain se distingue de la plupart des espèces animales par plusieurs caractéristiques qui seront une base dans la constitution de ses capacités cognitives. Sa bipédie lui confère un avantage indéniable dans l'évolution, et c'est également le cas de l'appréhension, dont il partage la spécificité du pouce opposable avec les grands singes. Ce sont d'ailleurs certaines de ces capacités humaines qui sont recherchées dans les échelles de développement. L'appréhension est efficiente in utero dès que le fœtus découvre ses mains. Il découvre alors son environnement, puis joue avec, et il peut également aller à la rencontre des mains de ses parents, dans un partage affectif, tonico-émotionnel, tel que nous le montre la clinique en aptonomie, par exemple. L'appréhension, c'est la faculté de se saisir avec un organe approprié. Notion très proche, saisir, c'est attraper, prendre, intercepter. C'est également parvenir à comprendre, à connaître quelque chose par les sens, par la raison. En ajoutant la temporalité, nous allons appréhender, c'est-à-dire envisager quelque chose avec crainte, s'en inquiéter par avance, et derrière l'anticipation se niche l'anxiété et l'inquiétude avec l'appréhension. Prendre, c'est mettre dans sa main, mais aussi mettre avec soi, amener à soi.
Ce mouvement reliant les espaces internes et externes de l'être le conduit à apprendre, c'est-à-dire chercher à acquérir un ensemble de connaissances par un travail intellectuel ou par l'expérience, ou alors se rendre capable de, être avisé, informé de quelque chose. Saisir par le regard, saisir par les mains, est une action sur le monde à partir de son corps. Alain Berthoz illustre l'imbrication entre perception de soi, du corps propre et de l'objet par la notion de retour d'effort. Il nous explique que la constitution du corps propre a une propriété fondamentale, à savoir que bien que présentant un caractère d'invariance, le corps propre est modifiable en fonction de l'action en cours. Il ajoute que le corps propre, c'est le lieu de l'espace où règne cette ambiguïté, ce double statut d'être à la fois objet et intérieurement animé. Motricité et perception de soi en mouvement permettent de construire le sentiment de soi. Berthoz érige l'action à la dignité d'un sens à part entière. L'intention joue un rôle dans la perception du corps propre. L'appréhension, comme interface particulière entre soi et l'environnement, l'autre, est partie intégrante et essentielle dans la constitution du corps propre, de l'image de soi. L'histoire de cette distinction soi-non-soi, en lien avec la saisie, débute très tôt avec les premières cellules apparaissant sur Terre, avec un premier sens qui apparaît, le tact. Franz Zellmann explique l'importance du sens tactile en partant de l'origine même de ce sens dans une perspective phylogénétique et ontogénétique. Imaginons donc la première cellule vivante sur Terre. Cette cellule possède un noyau baignant dans un cytoplasme, le tout entouré par une membrane, une peau. Cet organisme vivant originel doit résoudre un premier problème, s'alimenter. La cellule doit différencier son monde interne du monde externe et chercher dans ce dernier les matières alimentaires nécessaires à sa survie afin de s'en saisir. Pour ce faire, la cellule dispose d'un tact primitif lui permettant de ressentir, percevoir, observer et donc distinguer les limites du monde autour d'elle, tout comme ses propres limites. C'est l'extéroception. Un second problème pointe alors, se défaire des déchets. Avec l'apaisement de la sensation de faim, ces deux fonctions ont constitué une perception tactile interne, l'interoception. Donc, le sens du tact de notre cellule lui permettra donc de saisir les informations de l'environnement externe et interne, mais également de planifier une action et de prendre ce dont elle a besoin et lâcher ce qui lui est plus nécessaire. Une sensorialité organisée est un préalable à l'appréhension. À partir du sens tactile, les autres sens vont voir le jour au cours de l'évolution des espèces. Et Philippe Rochat souligne que c'est toujours dans le même sens, avec système sensoriel qui est fonctionnel, tactile, vestibulaire, chimique, auditif et finalement visuel. La saisie pourra se faire à distance, et si on ajoute la représentation et la symbolisation, l'appréhension et la saisie prennent encore une autre ampleur. Stéphane Sanchez, qui est philosophe, psychologue, en CMPP, en hôpital de jour et en libéral, et qui a, entre autres, participé à l'ouvrage collectif Perspectives psychopédagogiques aux éditions des Alentours, publié en 2023, et sa communication s'appelle « Construction en psychopédagogie ». Merci Nathalie. Nous croyons souvent en psychopédagogie pouvoir nous passer de la dimension du corps dans la transmission de connaissances et ne nous appuyer que sur la parole. Mais les mots peuvent ne pas suffire à transmettre des connaissances. Comment faire alors? Sinon, à parler un autre langage que verbal, le langage du corps, tel qu'il se manifeste dans les médiations. Car c'est le travail des médiations que de transmettre un savoir sans en passer par les mots, mais par un éprouvé du corps. Je souhaiterais évoquer ici aujourd'hui la possibilité en psychopédagogie, à un moment du suivi, d'utiliser le corps pour construire des objets et comment, par eux, redonner corps au langage verbal lui-même. Ne pas pouvoir vous faire construire les objets que je vais décrire avec ces mots dont je mesure qu'ils ne parviendront pas seuls à vous faire toucher du doigt ce dont il est ici question, tel sera le paradoxe de ma communication. Le corps, comme à l'école, en classe, est confiné à une position assise. Il est niais, car bruyant, agité, gênant pour le bon déroulement d'une pensée qu'il faudrait isoler, délier du corps. L'élève fait semblant de ne pas utiliser ses doigts pour compter. Il fait semblant de ne pas avoir besoin de son corps pour penser. Pour la très grande majorité des élèves, ce faire semblant tient tant bien que mal, jusqu'à pouvoir passer à autre chose. Pour quelques autres, cela ne tient pas. Certains arrivent ainsi en psychopédagogie.
Ainsi, Alan, 13 ans, en 4e, lorsque je le reçois en CMPP, est un élève moyen, peu intéressé par l'école. Surtout, il interrompt brusquement et régulièrement nos échanges, lors du bilan psychopédagogique, par une fuite attentionnelle, une sorte de barrage idéique, qui l'absente psychiquement durant de longues minutes. Il se tait soudain, sans qu'il ne puisse, une fois la liaison rétablie, rien en dire. Ces interruptions sont présentes, me dit son consultant, également à la maison et à l'école. Alan semble délié du monde et de son corps dans ces moments-là. Il me paraît évident que le langage oral ne suffira pas à travailler ces ruptures. Merci Hervé. Alors on va passer tout de suite à la communication de Claudine Jovelard-Vignon et Véronique Chaperon, qui sont toutes les deux orthophonistes au Centre Claude Bernard et qui ont été toutes les deux formées aux ateliers Chassani. Donc les ateliers Chassani avec qui nous avons une proximité particulière, puisque Coraline Mabrouk, qui est également orthophoniste au Centre Claude Bernard, en est l'actuelle présidente de cette association. Donc je leur laisse la parole pour leur communication intitulée « Toucher, regarder, écouter le corps en orthophonie ». Corps, voix, langage sont constitutifs du sujet et de son rapport au monde. Ils sont inscrits dans la fonction symbolique. Disons pour simplifier que la fonction symbolique, c'est cette capacité spécifiquement humaine de faire des liens. Ils sont indissociables si l'on accueille un sujet dans sa globalité. Tout est langage, disait Françoise Dolto, pour nous faire découvrir que le corps lui-même est un langage et que tout symptôme est un dire du corps. Les rapports entre le langage et le corps sont intimement liés. Le langage est un signe de santé très fin. Il ne s'enseigne pas. Au carrefour du psychologique et du corporel, il s'approprie et ne peut se concevoir en dehors de la relation à l'autre. Une des fonctions essentielles du langage est de permettre, dans un mouvement d'altérité, le passage d'une position d'objet à une position de sujet. Le travail de l'orthophoniste n'est pas l'apprentissage du langage, qu'il soit oral ou écrit, mais l'introduction du sujet dans le champ du langage. Nous recevons des enfants en difficulté de langage, mais c'est avant tout d'un sujet dont il s'agit, et c'est parfois le corps qui vient dire quelque chose du trouble, qui vient exprimer quelque chose de l'enfant et de ses difficultés, comme ces enfants qui ne peuvent ou ne veulent pas parler, qui ne peuvent soutenir notre regard, qui s'agitent, qui ne peuvent pas se séparer. L'accueil est la première étape de cette rencontre spécifique et unique avec nos patients. Si nous reprenons le thème de notre intervention, à savoir le corps en orthophonie, cela commence par comment nous nous situons dans l'espace du bureau avec nos patients. Notre place, notre attitude, notre regard, la manière dont nous nous adressons à l'enfant et à ses parents sont autant de signes corporels que nous leur envoyons. Chez les enfants dont le langage n'a pas encore émergé ou qui sont en difficulté pour s'exprimer à l'oral comme à l'écrit, nous recueillons des éléments auprès des parents qui nous permettent de nous représenter la place du langage dans la famille. Notre travail sera ensuite de chercher avec eux à créer des situations d'échange ou d'interaction, bien en amont du verbal pour certains, ou des situations de conciliation ou de réconciliation pour d'autres. Le langage commence bien en deçà des mots et est tout entier dans un mouvement de miroir. Comme l'exprime Jacques Dupressy, l'aptitude au langage chez l'enfant s'origine dans la prise de conscience que ces mouvements de l'intérieur vers l'extérieur donnent à penser à un autre. L'image du corps, selon Françoise Dolto, à différencier du schéma corporel, est la synthèse de nos expériences corporelles et la mémoire inconsciente de tout notre vécu relationnel. Elle est actuelle, vivante dans la relation ici et maintenant, par toute expression langagière, que ce soit le dessin, le modelage, les mimiques ou encore les gestes. Françoise Dolto dit
Tout contact avec l'autre, que ce contact soit de communication ou d'évitement de communication, est sous-tendu par l'image du corps, car c'est dans l'inconscient du corps, support du narcissisme, que le temps se croise à l'espace. Il y a donc rencontre entre le corps de l'enfant et celui de l'orthophoniste. Le corps de l'orthophoniste devient une médiation qui permet à l'enfant de vivre par son intermédiaire des situations émotionnelles qu'il a du mal à élaborer lui-même. L'orthophoniste traduit et met en mots ce que l'enfant lui donne à penser dans ce qu'il manifeste. Selon Jacques Dupressy, le geste de l'enfant est tissé à la hauteur de signes ou de symboles parce que quelqu'un peut le reprendre en une formulation qui exprime à la fois l'équivalence et la différence. Une forme ne peut avoir de valeur langagière que si elle se différencie de ce qu'elle désigne, tout en conservant sa liaison avec ce qui l'origine et le produit. Le corps de l'orthophoniste, ce sont les yeux, le regard, la voix et l'écoute. Alors, re-bienvenue à tous pour cet après-midi. Donc, moi, je suis Amandine Buffière, je suis la directrice médicale du Centre Claude Bernard. Je vais présider cet après-midi et c'est le docteur Albert Loup qui va être avec moi modérateur de cet après-midi. Donc, Albert Loup est pédopsychiatre, psychanalyste SPP et désormais nous faisons partie de la même association puisque pour ceux qui ne le savent pas, le Centre Claude Bernard et l'Institut Claparède se sont réunis dans une association qui s'appelle maintenant Paideia. Voilà, donc c'est la première manifestation où nous sommes ici en commun. Donc Emmanuel Brassat est docteur en philosophie. Il est professeur de philosophie à l'Institut de formation des enseignants au sein de l'Université Cergy-Pontoise. Donc il est formateur d'enseignants. Il est spécialisé dans les questions relatives à l'éducation. Il a été l'auteur d'une thèse qui concerne l'histoire des théories de l'apprentissage, de la pédagogie et de la psychologie de l'enfant à partir du champ philosophique du XVIIIe au XXe siècle. Et donc sa communication cet après-midi concerne le corps des apprentissages à la conjonction inconsciente des perceptions et du langage. Voilà, donc je vais lui laisser la parole tout de suite. Parce que voilà, on a 5 communications, donc en tout, ouais, c'est ce que j'ai compté. Bien, merci Amandine Buffière. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs du colloque, l'association Claude Bernard, Frédéric Valentin et le Centre Claude Bernard, ainsi que Nadia Mamar, pour avoir été invités dans ce colloque. Et je suis très honoré de parler devant vous et un peu intimidé d'intervenir devant une assemblée de spécialistes et de cliniciens et de praticiens du soin psychique. Alors, j'étais invité ici en tant que philosophe et je le suis professionnellement. Ma spécialité est celle de la philosophie et d'éducation et de la formation des enseignants. Alors, j'avoue que je n'ai pas d'expertise particulière en matière de philosophie du corps, ni non plus en psychologie clinique, ni en psychomotricité, ni en psychopathologie. Mais j'ai tout de même quelques connaissances durement acquises en matière de théorie de l'apprentissage et histoire de la pédagogie. Alors, le thème convoqué est large, corps et apprentissage. Alors, comment le décliner ? S'agit-il du corps apprenant ? Mais à ce moment-là, il faudrait dire ce que sont les apprentissages du corps ou dans les apprentissages, ce qui est spécifique au corps. Et où encore, évidemment, il en découle encore la place et le rôle du corps dans l'apprentissage. Alors immédiatement, plusieurs problèmes sont posés, disons, d'un point de vue philosophique. Alors classiquement, le problème le plus ancien, c'est le rapport body-mind, pour le dire à l'anglaise, l'opposition du corps et de l'esprit, voire de l'âme et de la chair. Deuxième problème, ce qu'est l'apprentissage du corps chez chacun, et plus particulièrement ses modalités dans l'enfance. Troisièmement, en quoi les apprentissages corporels peuvent différer des autres apprentissage, bien qu'on ait pris l'habitude de dire dans le champ philosophique depuis Aristote qu'il n'est rien dans l'esprit qui n'ait pas d'abord été dans les sens, c'est-à-dire dans le corps. Mais on peut retourner cette proposition, certains ont osé le faire en disant que rien de ce qui est dans le corps n'y serait si ça n'avait pas été aussi dans l'esprit. Mais enfin, le débat est ouvert. Alors,
Alors, une autre question se pose, c'est ce que serait ou ce que l'on doit mobiliser dans l'éducation en général quant au corps, ou ce qui ferait une éducation corporelle. Alors, autant de points de vue qui sont susceptibles d'être développés. Alors, cela appelle immédiatement une définition du corps, c'est-à-dire de son organisation, de ses perceptions et processus dynamiques, et de la vision ou perception que nous en avons, qui n'est pas simplement la compréhension objective du corps, mais qui est aussi l'appréhension subjective de la corporéité et du soi à travers elle. Alors, beaucoup de choses sont là, toutes difficiles à examiner simultanément sur les plans ontologiques et praxéologiques. Les philosophes ont souvent tendance à systématiser abstraitement et à se passer de clinique ou d'observation, d'expérimentation, ce qui les expose à rester prisonniers de l'abstraction. Ça ne les empêche pas pour autant de se tenir informés, de se documenter du côté des sciences humaines et expérimentales, et de s'efforcer d'être démonstratifs. Il s'agit ici tout d'abord d'aborder des problèmes de pensée, de les poser, de les éclairer, sans pourtant prétendre à les résoudre en tout point. C'est le docteur Denis Bochereau, qui donc travaille, est pédopsychiatre au Centre Claude Bernard, également au CMP de la Harpe, qui est rattaché à l'IMM. Il est aussi directeur adjoint du Centre Claude Bernard. Denis va donc intervenir avec une communication intitulée « Corps à corps, tête à tête, pied à pied, une pratique pédopsychiatrique psychodynamique ou soignée par le vide ». Bonjour, merci de votre présence et éventuellement de votre permanence. Vous avez peut-être lu le résumé qui vous donne un aperçu de ce qui va suivre, que je n'ai partagé qu'avec peu de personnes pour en réserver la surprise aussi à mes collègues. Je veux juste, en hommage, remercier 2 personnes. Je pourrais en remercier 20, 30, 50, mais Françoise Francioli et Marie-Odile Charles. La nature a horreur du vide. Aristote. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Il n'est pas bon d'être trop libre. Blaise Pascal. Je me disais que ces phrases reflétaient peut-être l'état d'esprit d'un enfant ou d'un adolescent ou d'un étudiant quand il me rencontre. Peut-être. Restons-en au sujet annoncé, réfléchissons ensemble au vide et bien entendu au plein. Autant de réalités, de banalités qui semblent simples, communes, évidentes, mais qui, comme le temps et d'autres fondamentaux, nous mettent bien en peine de les définir. Il sera peu à peu en filigrane, en arrière-fond, question bien sûr du corps, plus exactement de nos corps, avec le S, qui a été judicieusement rappelé par Fabien Joly, lourd et périssable, comme ils étaient qualifiés par Cicéron. Au passage, salutations, et là aussi on ne s'est pas concerté, un autre auteur, Daniel Pénac, qui a écrit aussi le Journal d'un corps, que je vous recommande, aussi son ancien malade des hôpitaux de Paris, que je vous recommande aussi. Tout est parti de l'observation de mon bureau de consultation, ou plus exactement de mes 3 bureaux, puisque j'ai cette chance d'en occuper plusieurs. Ce qui déjà m'informe semaine après semaine du bénéfice d'un léger pareil pas pareil, comme disait Bernard Gols, du nouveau, du différent, mais point trop. À titre personnel, ça me dynamise, ça me sécurise, ou ça me sécurise, ça me dynamise, comme vous préférez. Dans ces bureaux, bien que entourés, très entourés, trop entourés, me dis-je souvent, enveloppés, je suis seul. Ou presque. Tout est parti donc de l'exercice quotidien de la fonction de pédopsychiatre consultant au sein des institutions qui proposent donc des soins multidisciplinaires ambulatoires, plus ou moins intensifs, de durée plus ou moins longue, qui vont d'une unique consultation, ce qu'on peut quand même assez souvent considérer comme un échec, à des rendez-vous se prolongeant pendant 10 ans, voire davantage. Des consultations mensuelles le plus souvent, d'une durée ordinaire de 45 minutes, qui prennent inéluctablement fin autour de 18-20 ans au CMP du 5-6e arrondissement, rue de la Harpe, ou de 20 ou de 27, voire de 30 ans au Centre Claude Bernard. Puisque je goûte un certain énigmatisme tempéré, je vais m'accorder le droit à une autre digression littéraire, citer quelques petits autres qui me visitent parfois, intérieurs et donc invisibles, à la différence de nos clients, de nos patients, bel et bien extérieurs à ma petite personne, et que vous avez vous aussi sans doute aperçu. Ces petits autres invisibles qui m'accompagnent dans ces bureaux, immuables ou presque, et j'y arrive quasiment vide, vous les connaissez plus ou moins. Ulysse, Christophe Colomb, Don Quichotte, Robinson Crusoe, Candide, Phileas Fogg, Tartarin de Tarascon,
mais aussi Sancho Panza, Vendredi, Passepartout. Vous devinez leurs points communs. Se promener, explorer, découvrir, certes, mais aussi, comme le disait encore Blaise Pascal, illustrer le triste mais indiscutable fait que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Affirmation que vous avez probablement tous et toutes entendue jusqu'à la nausée il y a 4 ans, pendant ce qu'on a appelé le grand confinement. Pas facile, en effet, d'occuper seul le même siège au même endroit depuis plus de 2 décennies. Désolé d'ailleurs de ne répertorier dans ma liste que des mâles, des blancs, des occidentaux. Il en existe bientôt bien d'autres, rassurez-vous. Mais c'est parce que ce sont ceux que Jean-Didier Urbain désigne comme les 7 piliers de la mésaventure. Jean-Didier Urbain est un sociologue, un linguiste, un ethnologue. Il est spécialiste des vacances, et je viens de réaliser que dans le mot vacances, il y a évidemment le mot absence, et des voyages. Urbain est l'auteur, parmi d'autres écrits, d'un fort plaisant « Le voyage était presque parfait, essai sur les voyages ratés ». C'est un essai que je suggère à tous les vacanciers prudents, tous les vacanciers avisés, et qui a consulté avant toute réservation. C'est un essai qui s'avéra étrangement instructif pour le consultant pédopsychiatre qui vous parle, de plus en plus convaincu, évidence, qu'il vaut mieux prévenir que guérir.